Je m'appelle Carlos Bols, je préside le comité du personnel, qui est l'instance qui représente les 3000 salariés de la BCE. Je suis vraiment très honoré d'être invité par la CGT, notamment parce qu'au cours de mon expérience de travail à la BCE, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir des syndicats forts pour protéger les salariés des abus. Donc j'ai beaucoup de matériel, j'avais pas prévu de parler que 10 minutes, donc je vais essayer de synthétiser, j'ai préparé quelques slides. Donc excusez-moi si je vais un peu vite, on pourra éventuellement, s'il y a certains slides sur lesquels vous voulez revenir, on pourra revenir dessus. Ce que j'aurais à dire en termes d'idées, c'est que d'abord le numérique, c'est quelque chose qui change la façon dont on travaille, c'est une révolution, évidemment c'est un plus. En étant une opportunité, ça porte également un risque, et du point de vue du travail, ça participe à la déconstruction de la relation de travail, notamment au travers de la plateforme économie, l'ubérisation des emplois, et en gros, ça facilite le transfert de la production du domaine du droit de travail à un domaine du droit commercial, où en fait les gens sont plus des salariés qui sont payés à l'heure, mais des consultants self-employed payés à la tâche. Donc je pense que Patrick reviendra sur ces questions après. Moi, ce que je voudrais expliquer d'abord, c'est travaillant à la BCE. En fait, on est dans le cadre d'une relation de travail qui est intéressante parce qu'elle se situe un peu à l'écart de la relation de travail qu'on a ici en France, en Allemagne et en général dans les pays européens. Alors c'est un peu paradoxal, pourquoi ? Simplement parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, est une institution extraterritoriale, donc elle est indépendante du gouvernement, et ce qui veut dire notamment que le droit du travail allemand, le droit du pays hôte, n'est pas applicable. Donc vous allez me dire, quel droit est applicable à notre relation de travail en tant que salarié ? C'est un droit que la BCE fait elle-même. C'est-à-dire que les traités européens ont donné à la Banque Centrale Européenne un pouvoir législatif, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est reconnu par les jurisprudences, de faire son droit du travail. Donc en gros, on se retrouve dans une situation où c'est l'employeur, c'est comme si c'est le MEDEF qui faisait le code du travail. Vous imaginez que c'est la loi El Khomri. Alors, c'est un débat, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la BCE, c'est toutes les organisations internationales qui sont comme ça. Par exemple, le FMI, quand vous avez un problème avec votre employeur, il y a un tribunal interne qui règle les conflits. Le juge est nommé par le président du FMI. Évidemment, c'est un bon travail, donc on n'a pas envie de perdre son emploi. Et c'est pas vrai qu'il y a évidemment des problèmes avec le management au FMI. Dans le passé, on a bien vu, quelques femmes travaillaient au FMI, c'était pas toujours évident. Donc, même si on est bien payé, on peut avoir besoin de protection. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'économiste à la base, qui ne voyait pas nécessairement les syndicats d'un mon œil, je me suis rendu compte de ça. Et alors, pour revenir à la BCE, en fait, la BCE fait le droit du travail, elle fait les conditions de licenciement, elle fait notre régime disciplinaire, elle détermine la durée, les conditions des périodes d'essai, la durée du contrat, les conditions de renouvellement, les congés payés, la sécurité sociale, la couverture de santé, les retraites, le régime d'invalidité, le droit au congé maternité, le congé parental. Ça va très loin, et ça va y compris dans le droit de limiter des pouvoirs, certains droits fondamentaux, par exemple la liberté d'expression, le droit de grève, le droit de propriété, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut de notre argent, alors pour des raisons un peu qu'on peut comprendre. Si on travaille dans la supervision, évidemment, on ne va pas mettre notre argent dans les actions des banques qu'on supervise. Néanmoins, il y a toujours un équilibre à trouver entre les restrictions aux droits fondamentaux et l'intérêt que ça apporte. Et quand c'est l'employeur qui décide, le curseur est toujours en général défavorable aux salariés. Voilà. Donc, qui décide du droit du travail? C'est les gouverneurs. Ils ne sont pas élus. Les minutes, c'est-à-dire quand ils décident de quelque chose qui touche à nos conditions de travail, c'est pas publié, donc moi je les vois pas, je sais pas pourquoi ils ont décidé, je sais pas qui a voté pour, qui a voté contre, voilà, je sais pas pourquoi. Alors la plupart des gens me disent oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Normalement la BCE est quand même tenue de respecter le cadre européen. Alors en effet, et c'est là que ça devient intéressant pour nous tous, c'est que le droit européen existe, mais il est très limité. Parce que le droit européen, il n'y a pas de droit social en fait. Le droit européen s'est construit sur le principe de subsidiarité. Donc tout ce qu'on peut faire au niveau national, on ne le fait pas au niveau européen. C'est un droit économique essentiellement. Et en plus, pour nous,
Le juge n'enquête pas sur le législatif, c'est la séparation des pouvoirs. Donc si jamais on fait un procès, le juge va vérifier que la BCE a bien respecté les lois, et qui c'est qui fait la loi? C'est la BCE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qui reste du droit européen quand on retire le droit national? Il ne reste pas grand-chose. Il reste une directive sur l'information et la consultation des salariés, pas sur la négociation, une directive sur le temps de travail, qui n'est d'ailleurs pas respectée, une directive sur l'hygiène et la sécurité, et une directive sur l'abus des contrats successifs, et rien d'autre. Et ça donne un peu une idée de là où va l'Europe si on continue à détricoter en gros le cadre national. On se retrouve en fait avec une situation où l'employeur a tous les pouvoirs, parce qu'il a aussi un pouvoir législatif au-delà de son pouvoir en tant qu'employeur. Alors, il y a quelques exemples. Par exemple, juste pour illustrer un peu, on a tous signé, enfin tous les États membres ont signé les conventions du Bureau international du travail. C'est ce qui protège par exemple les enfants contre le travail des enfants. La BCE ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que les conventions s'appliquent aux États membres et la BCE n'est pas un État membre. J'ai dit 3000 travailleurs, en fait, tout dépend, c'est aussi une grande question, combien de gens travaillent à la BCE avec les formats typiques d'emploi. On aurait à peu près 4000 personnes travaillant, donc les consultants, les freelances, etc. 1300 seulement ont un contrat permanent. Donc un tiers des gens seulement en contrat permanent. Et vous imaginez que les deux tiers, ils sont sous pression, parce qu'évidemment, quand on risque de perdre son emploi, en plus quand on est expatrié, qu'on doit déménager, vendre sa maison, sa femme qui avait changé de travail, ça maintient un niveau de pression. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment tous ces gens-là sont bien payés. Donc c'est pas simplement quelque chose qu'on paye au niveau du salaire, mais en fait c'est quelque chose qu'on paye au niveau du bien-être, de la santé mentale, et puis aussi du contenu du travail nous-mêmes, parce que évidemment quand le patron dit quelque chose et qu'on veut dire autre chose, et qu'il n'apprécie pas, on n'a pas tellement envie de se retrouver à la rue. Donc ça a un impact en fait sur la capacité en gros de l'institution d'avoir un débat critique. Oui, les syndicats, donc la BCE a refusé de reconnaître les syndicats pendant ces 10 premières années d'existence, donc il a fallu qu'on se batte pour obtenir cette reconnaissance-là. Pas de droit à la négociation politique, collective, pas de participation, pas de comité paritaire, pas de représentants du personnel du directoire, des représentants du personnel dont moi discriminés dans leur carrière. Donc j'ai fait condamner la banque en décembre pour m'avoir discriminé, au moins j'ai pu avoir cette protection-là. Mais évidemment, quand les gens savent qu'ils sont discriminés, ils n'ont pas envie de se présenter, du coup les gens ne se présentent pas, du coup il n'y a pas de candidat aux élections, du coup les gens ne votent pas, et du coup on nous dit qu'on n'est pas représentatif, et on continue. Donc ça a un impact sur les gens et sur les salariés. Je voudrais vous donner deux exemples. Alors on a fait le staff committee, donc le comité du personnel a fait un test de burn-out. C'est une méthodologie standard, Maslar Burnout Inventory. Ça teste 3 dimensions. C'est des questions qui regardent la performance, le cynisme et le degré d'épuisement. Et Maslar a montré qu'en fait ces 3 dimensions-là étaient corrélées avec la probabilité que les gens finissent en burn-out. On a eu 900 personnes qui ont participé à ce test organisé par une compagnie indépendante. Et le résultat est assez alarmant, c'est-à-dire 30% du staff de la banque en risque de burn-out, un tiers supplémentaire qui montre des signes d'épuisement, et 4,5% du staff qui a des pensées suicidaires. Donc, c'était inquiétant. On a alerté Draghi et le board de cette situation. Au départ, ils ont nié. Ensuite, on a fuité ça dans la presse. Donc, du coup, ils se sont saisis du sujet. Et on a eu une enquête, ici, Staff Survey, faite auprès de tout le staff en mai 2015, avec l'aide en coopération avec l'administration, donc avec les RH et nous. 98% des personnes ont répondu. Et cette enquête a un peu montré quels étaient les problèmes qu'on avait à l'intérieur de la BCE. Au-delà du stress, alors ce qu'on voit, c'est problème de surcharge de travail, avec un impact sur le stress et sur la santé des gens, mais aussi sur la qualité du travail rendu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le management qui le dit, c'est les cadres, pas simplement les salariés sans responsabilité de supervision. Un problème d'heures supplémentaires, avec une infraction de la directive du temps de travail qui dit qu'on devrait travailler en moyenne 48 heures par semaine. Des peurs quant à la sécurité, enfin la précarité, job insecurity, donc des gens qui ont peur de perdre leur travail pendant les 5 premières années de leur travail à la BCE.
et du favoritisme dans les recrutements et les promotions. Donc encore une fois, quand on est dans une organisation d'experts, en fait, c'est très difficile de mesurer la qualité du travail d'une note, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, et donc tout ça c'est très subjectif, et donc du coup, comme on a un gros poids de la subjectivité, entre guillemets, du management dans les décisions d'évaluation et donc de promotion du personnel, on se retrouve en fait avec un biais qui est mis sur les relations entre les personnes plutôt que sur la qualité du travail pour promouvoir les gens, et ça a aussi un impact sur le burn-out, parce que comme on travaille, on a l'impression que la qualité du travail n'augmente pas notre probabilité de faire carrière, voire même peut la pénaliser, ça dit que ça démotive un peu les gens qui restent encore une fois pour faire du bon travail. Donc je vais passer dans le détail. Ça c'est les détails, je ne sais pas si vous arrivez à les lire. Mais voilà, ça c'est intéressant, donc c'est le staff qui le dit. Donc comment est-ce qu'on fait carrière à la BCE? 65% disent en connaissant les bonnes personnes, et 46%, donc moins de la moitié, en faisant du bon travail. Alors ça a un impact sur le degré de compétence des gens qu'on promeut, et de l'avis d'une grosse partie du staff, on ne promeut pas les meilleurs. Ça a un impact évidemment sur la capacité de l'organisation à faire passer les messages. Et là on voit donc le rouge, c'est en gros c'est le négatif. La question c'est est-ce que le staff se sent capable de faire remonter les informations négatives au management, et la plupart des gens disent non. Et évidemment, ça a nécessairement un impact opérationnel. Et ça, c'est l'un des messages que je voudrais dire. C'est-à-dire que le déséquilibre dans la relation d'emploi, c'est évidemment une question de justice et de bien-être, et c'est ça le plus important, mais ça a aussi un impact sur la capacité de l'organisation à délivrer ses tâches. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais évidemment, si une organisation d'experts, c'est une machine qui traite de l'information, donc on est une grosse machine à traiter du signal, on reçoit de l'information économique, qu'on traite et qu'on passe au niveau supérieur pour que ceux qui décident prennent une décision informée. À partir du moment où on perd la capacité de librement, de manière objective, faire remonter l'information, on rate par exemple la capacité à détecter les crises. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. Et au final, les citoyens européens en payent le prix. Imaginons qu'un superviseur détecte qu'au Portugal, il y a une banque qui a un problème, mais que pour des raisons, parce qu'on a un vice-président portugais, parce que le président de la commission est portugais, on lui dit non, c'est une information qui ne remonte pas. À la fin, il y a une banque qui fait faillite, soit elle fait faillite et on la laisse faire faillite et les épargnants, les petits épargnants perdent leur argent, soit on la rend floue, mais ça va être financé par les taxes des citoyens. Donc à la fin, le fait qu'on fasse un mauvais travail, qu'on le fasse dans des conditions où en fait on est complètement soumis au pouvoir du management, le fait de ne pas avoir de contre-pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, ça finit aussi par créer un risque finalement de gouvernance. Et quand on parle d'une institution aussi puissante que la BCE, mais bon, ce que je dis est aussi valable pour les autres institutions, ça pose problème d'un point de vue même démocratique, simplement. Donc, ça c'était, je vous demande pardon, je vais un petit peu vite, mais j'essaie de tenir dans le continent de partie. Donc j'ai pratiquement fini. Ce que je voulais dire, c'est que le numérique dans tout ça joue un rôle d'amplificateur. On n'a pas de cadre protecteur des salariés, et du coup, en fait, le fait de pouvoir travailler à la maison, d'être tout le temps connecté, ça amplifie ça. Évidemment, il y a du positif, c'est très bien de pouvoir travailler à la maison quand son enfant est malade, on économise sur le temps de transport, en même temps, on ne se déconnecte pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand tout le monde travaille 60 heures, si on se limite à travailler 40 heures, dans une situation où en fait l'évaluation de la performance est subjective, ben, on finit par devenir underperforming. Et on a des collègues de la Banque de France qui sont venus nous voir en tant que représentants du personnel à la BCE et qui disent moi je veux bien travailler 50 heures, mais si je travaille 60 heures et qu'en fait finalement c'est juste jugé normal et ça va même pas me permettre de faire carrière parce que tout le monde fait comme ça, à la fin en fait j'ai juste l'impact négatif sur la santé, j'ai même pas le côté positif au niveau des carrières, et je pars. Et là, la personne en l'occurrence est partie. Alors, je passe sur tout le reste. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que
le modèle social de la BCE est révélateur d'une construction européenne qui est en devenir et qui ne va pas nécessairement dans le sens des salariés. D'abord, au niveau de l'eurosystème, puisque cette conférence est organisée par la Banque de France, il y a un effet retour. Typiquement maintenant, par exemple, dans le domaine de la supervision, on travaille tous ensemble et on a du feedback des collègues de la Bundesbank qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol que les collègues de la BCE qui travaillent le dimanche et le vendredi soir leur mettent la pression pour délivrer les documents dans le temps. Donc ça a un impact, ça crée des tensions dans l'écosystème et c'est un modèle qui va s'exporter. Et plus largement, on en parlait avant entre nous avant le départ de cette conférence, la BCE joue un rôle social. La BCE exporte son idéologie entre guillemets sociale au reste de l'Europe. J'ai des collègues qui vont en Grèce, au Portugal, en Espagne, qui demandent à ce qu'on change le droit du travail, qui demandent à ce qu'on casse la sécurité sociale, tout ça pour des motifs économiques, etc. Avec ce type de modèle en tête, qui déconstruisent le pouvoir des syndicats. Et donc, quelque part, ce qui se passe chez nous à la BCE, avec le burn-out, avec les gens qui vont pas bien et qui ont des pensées suicidaires et qui se sentent mal au travail, et indépendamment des conditions financières, c'est un peu représentatif du modèle social qui est en train de se faire, et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on essaie de lutter. Et de mon point de vue, ce que j'ai réalisé avec cette expérience, c'est simplement qu'il y a un besoin de réintroduire la démocratie au travail, à savoir, le travail, c'est pas simplement un moyen de subsistance pour apporter de l'argent et payer son loyer, c'est aussi dans une société où les gens sont éduqués, où ils font du travail intellectuel, notamment les cadres, et où on est une société de service, donc on est en contact les uns les autres, c'est un moyen de réalisation personnelle, et on passe le plus gros de notre temps au travail, et paradoxalement, là où le travail commence, la démocratie s'arrête. Et on se rend compte que, comme dans une société démocratique, le pouvoir, quand il n'est pas contrôlé par des contre-pouvoirs, il y a des abus, et c'est ce qui se passe dans le monde du travail, d'où la nécessité de réinventer la démocratie sur le lieu de travail pour redonner du pouvoir aux salariés. C'est quelque chose qui va dans le sens du bien-être, mais c'est aussi quelque chose qui va dans le sens de l'efficacité opérationnelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en parlant des risques opérationnels et de l'abus de pouvoir. Et c'est là où, de mon point de vue, le numérique, c'est à la fois un risque et une opportunité. Le numérique facilite la mobilisation des gens. On peut faire des pétitions en ligne, on peut envoyer des mails aux collègues, on peut faire des enquêtes, et on l'a vu sur l'enquête sur le burn-out, l'ECB Staff Survey, c'est quelque chose qui ensuite, si c'est utilisé dans une stratégie de communication, peut aider à construire un rapport de force qui permet d'obtenir des résultats. J'ai pas eu le temps de détailler les résultats qu'on en a obtenus, mais on en a obtenu. C'est aussi un risque, et ça c'est quelque chose, je pense, qui est de plus en plus fréquent, c'est l'employeur qui utilise les moyens numériques pour en fait établir une relation directe entre les salariés et eux-mêmes. Donc en fait c'est l'illusion de la démocratie directe. Ils font des enquêtes, ils utilisent les enquêtes pour légitimer des fois ex post des décisions qui ont été prises contre l'intérêt des salariés en disant que c'est les salariés qui les demandent. Ils bypassent les corps intermédiaires et en fait on se retrouve avec des syndicats qui perdent une des composantes de leur représentativité. Donc c'est quelque chose, c'est un risque contre lequel il faut savoir se mobiliser. Voilà, merci.